Est-ce que le racisme existe dans ces deux sociétés? Est-ce que le racisme existe? Si oui, le racisme existe aux États-Unis, on n'a pas de mal à le dire. Si oui, le racisme existe en France, pourquoi ne pourrait-il pas se déployer au sein des institutions françaises? Pourquoi est-ce si difficile vous parlez à du imaginer... racisme de la société ou ou vous faites allusion à un racisme institutionnel? Mais les deux, enfin, le racisme dans la société, il ne compte pas s'il ne se déploie que, comment dire, lors d'interactions voilà, entre personnes. On en aurait presque rien à faire. Ce serait malheureux, ce serait peut-être immoral, mais il n'y aurait pas de conséquences. L'importance, le racisme qu'il faut combattre, le racisme le plus, comment dire, qui fait le plus de dégâts, c'est celui du système, c'est celui des institutions. Et il est impossible de s'imaginer qu'il n'infiltre pas les institutions de nos sociétés. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue, c'est Rendez-vous avec. Le Rendez-vous avec, on a rendez-vous tous les jours de la semaine sur la web radio Droit Citoyen, du lundi au vendredi à 19h15. Aujourd'hui, on a encore rendez-vous avec la politique. Je suis très très heureux d'accueillir pour cette émission notre premier sénateur qui a répondu favorablement à l'appel. Merci beaucoup Jean-Claude Tissot. Bonjour d'abord. Bonjour Gilles Charles. Merci d'avoir répondu donc à cet appel. Je suis très content de vous avoir parce que je vous avais eu juste avant que vous deveniez sénateur et je vous avais rencontré quelques jours après et vous m'avez dit que je vous avais porté bonheur. C'est vrai, tout à fait. Bon, il n'y a pas d'échéance après notre rendez-vous d'aujourd'hui, donc mais c'est vrai, je vous en remercie d'ailleurs. Bon, eh ben alors, au moins ça vient quelque chose. Alors, on va parler de politique, bien entendu. On va parler du fonctionnement de votre travail au Sénat. Et je voulais simplement, avant de démarrer dans ces questions politiques, de savoir un peu comment s'était passé pour vous en tant que sénateur, s'était passé ce confinement. Est-ce que pendant 2 mois, on a pu se reposer ou alors on a travaillé autrement? Alors, bien sûr, confiné comme tout le monde, confiné à la maison. Alors, j'ai la chance d'habiter à la campagne dans une maison confortable. On est confiné, on va dire, en famille. Donc, pour cet aspect-là, c'était très bien, très, très agréable. Par contre, on a continué de travailler. J'ai continué de travailler avec un système qui me convient mal, qui me convient moins bien que le présentiel, on va dire. Ouais. Moi, je suis un homme de contact, un homme de terrain. Et du coup, on a fait beaucoup de visioconférences, beaucoup de réunions au téléphone. Et on commençait quelquefois le matin à 9h pour terminer le soir à 18h. Quoi. Et en enchaînant toutes les réunions au téléphone. Toujours en vidéo? Vidéo ou téléphone. Ouais, c'est lourd, d'autant que où j'habite, on a la fracture numérique. C'est pas qu'une vue de l'esprit. Et donc, quelquefois, quand on se fait sortir 10-12 fois d'une réunion pendant 2 heures, c'est compliqué. Et comme on était plusieurs à télétravailler, en guillemets, mes enfants télétravaillaient aussi à la maison, on n'avait pas assez de bande passante, donc c'était compliqué. Mais bon, j'ai quand même réussi à être assez présent dans les interventions pour le Sénat. Ouais. Donc pour l'avenir, vous aurez un avis tranché, j'allais dire presque, sur le télétravail. Ah oui, alors sur le télétravail, j'ai beaucoup, on va dire beaucoup approfondi mon point de vue, on va dire. J'ai une vision assez précise, comme tout le monde, du coup, au terme de ces 2 mois. Mais oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai entendu beaucoup de bien du télétravail. Et puis, j'ai quelqu'un sur une radio qui a dit, mais attention, il a dit, si vous pouvez travailler de chez vous, d'autres gens de plus loin pourront travailler de chez eux également. Donc, ça veut dire que c'est peut-être des postes qui vont encore être délocalisés beaucoup plus loin. Oui, donc, mais c'est pas le danger, voilà. Ça aussi? Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a le télétravail tel qu'on l'a vécu durant ces 2 mois. Et puis, il y a le télétravail, comment on pourrait l'organiser au terme de ces 2 mois, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que finalement, certaines choses pouvaient être faites depuis la maison. Ça évite du transport, ça évite de la pollution, ça évite des embouteillages, ça évite du risque. De louer des locaux. De louer des locaux. Là, on est bien d'accord. Moi, si vous voulez, je peux vous donner mon exemple très modeste de la manière dont on travaillait avec mes collaborateurs. J'ai 3 collaborateurs, 2 collaboratrices, 1 collaborateur, avec lequel on avait une réunion tous les jours par WhatsApp. Ça nous permettait de garder un lien, etc. Mais on se rend compte aussi quand même de la limite de l'exercice, quoi. Donc, moi, je pense que oui, on va télétravailler. Et d'ailleurs, je pense que nous, pour l'organisation de la permanence, on va réfléchir ensemble pour peut-être évoluer un petit peu vers une partie de télétravail. Voilà, donc c'est vrai qu'à la permanence, on ne reçoit pas du monde tous les jours. Donc, mes collaborateurs peuvent travailler de chez eux tout à fait normalement et en étant très efficaces. Et vous, tout au moins, aussi efficace qu'en étant à la permanence, quoi. Mais vous, en tant qu'homme politique, je pense, et j'en suis même sûr, vous aimez le côté humain, et ce côté humain, ça manque avec un oui, écran, bien sûr. Alors moi, pour le coup,
j'ai jamais été scolaire. Et là, vraiment, c'est un exercice qui m'était dur et j'ai dû me l'imposer et être ferme, j'allais dire, avec moi-même pour être vraiment présent et pas essayer d'aller sortir, essayer de faire quelque chose peut-être beaucoup interdit. Mais non, vraiment, je me suis imposé et on s'est imposé une rigueur. Ça veut dire que pendant 2 mois, il ne s'est rien passé au Sénat alors. Non. Alors justement, pendant le premier mois, moi j'ai siégé la dernière fois au Sénat aux alentours du 17 mars, enfin avant le 17 mars, parce que c'était le 17 mars à midi. Je crois que c'était le mardi. Voilà, c'est ça. Mardi Donc, la semaine d'avant, j'étais au Sénat et j'y suis retourné toutes les 2 semaines parce qu'on a travaillé au Sénat en mode dégradé, on va dire. Donc on siégeait restreint dans l'hémicycle et puis même en commission. Donc dans l'hémicycle, pour notre groupe, le groupe socialiste, on est 70 dans le groupe, 72 dans le groupe et on siégeait seulement à 11. D'accord. Donc il y avait un turnover organisé par le président de groupe et ça s'est bien passé. Il y avait le gel, il y avait tout ce qu'il fallait. Le gel, la distanciation, etc. Bien sûr, toutes les précautions ont été prises. Et là, pour le coup, vous comptez sur la rigueur des gens qui travaillent au Sénat pour que ce soit appliqué. Mais voilà, il n'empêche que nous sommes parlementaires et notre métier, c'est de débattre. Notre fonction, notre rôle, c'est de débattre, de confronter nos idées. Et c'est vrai que ça reste un peu stérile. Donc, mais on a quand même pu faire des choses pertinentes. Moi, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais j'avais posé une question au gouvernement dans le cadre du confinement à propos des EHPAD et des gens qui mouraient dans les EHPAD, et de quelle manière on pouvait accompagner les familles des victimes, ou des morts même naturelles, si j'ose dire, pas obligatoirement dues au Covid. Et donc, c'est des questions qui restent pertinentes. Donc, et des collègues ont fait ça les autres semaines, et moi j'y suis monté, donc du coup, à peu près une semaine sur 2. Très bien. Le Sénat, c'est quelque chose qui... Allez, je mets les pieds dans le plat tout de suite. C'est quelque chose qui sert encore à quelque chose. Moi, je pensais qu'il fallait le supprimer. Et vous m'avez dit juste avant qu'on commence qu'il ne fallait pas le supprimer. Donc, quelle est la bonne attitude par rapport à toutes ces institutions? Parce que c'est sûr, si on le crée et qu'on le supprime et qu'on crée autre chose, ça ne servira à rien. Alors, si vous posez la question à un sénateur, s'il faut supprimer le Sénat, je ne connais pas beaucoup qui vont vous dire qu'il faut le supprimer. Si on dit à un animateur de radio... Comme vous, on supprime la radio, vous allez me dire non, ça sert à quelque chose. Nous, notre système, le Sénat, notre système, l'organisation de notre République, c'est un système bicamérisme. On a 2 chambres. La Chambre des députés, les députés sont élus au suffrage universel direct, et la Chambre du Sénat, la haute chambre, nous sommes élus au suffrage universel indirect, donc par les grands électeurs. Ça permet... Alors, le Sénat, bien sûr, s'il suffisait de supprimer le Sénat pour résoudre toutes les crises, il n'y a pas de problème, je le signerai tout de suite. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui... Et ça a été démontré durant ces dernières années, le Sénat a un vrai rôle de contre-pouvoir. Et je reprends les propos de Gérard Larcher, qui une fois, on lui posait la question, mais vous n'avez pas le dernier mot. Vous savez que dans le cadre de la navette parlementaire, la première fois, une première lecture à l'Assemblée nationale, une autre première lecture vient au Sénat, une deuxième lecture, ça revient au Sénat, et quand on n'est pas d'accord, au bout de la commission mixte paritaire, la CMP, c'est à l'Assemblée nationale de trancher. Voilà, dans ce cas-là, c'est pas souvent, mais c'est le cas. Et une fois, Gérard Larcher, on lui disait, mais vous n'avez jamais le dernier mot. Il a dit non, on n'a jamais le dernier mot, mais on a souvent le premier mot. Et quand il s'agit d'aménagement du territoire, d'organisation des collectivités, etc., ou sur des faits de société, eh bien, le Sénat peut avoir le premier mot. Et donc, du coup, ça ouvre le débat. Et si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a un rôle à jouer. Voilà. Quelle est la différence entre un sénateur et un député? C'est les mêmes rôles à peu près, ou alors c'est 2 choses complètement différentes? C'est sensiblement les mêmes rôles. Nous sommes parlementaires. Donc, le député est élu au suffrage universel direct par le peuple, il représente le peuple, et nous, on représente les collectivités. Donc, est-ce que les sénateurs ne devraient pas être aussi élus directement par le peuple? Alors, quel est l'intérêt après d'avoir une chambre différente? Oui. Parce qu'on ne sait pas trop finalement comment ça fonctionne vraiment, le Sénat. Ces grands électeurs, c'est qui? C'est les maires, c'est les élus? Les grands électeurs, ce sont les maires. Un peu comme on parle aux États-Unis alors. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Voilà. Nous, les gens qui nous élisent sont les maires ou des adjoints ou des conseillers municipaux en fonction de la taille de la commune. Une commune peut avoir, en fonction de sa taille, un grand électeur, puis 3 grands électeurs, puis 5 grands électeurs, puis après, tout le conseil municipal. Donc, nos électeurs, ce sont les élus. Donc, les élus municipaux, départementaux, régionaux et nationaux. Aussi. Une autre chose que je n'ai pas compris dans l'élection d'un sénateur, moi je pensais qu'on votait pour un sénateur, or on vote pour une liste. Oui, c'est ça. Ça sert à quoi ces gens qui sont sur votre liste? Ils ont quel rôle après une fois que vous êtes élu? Alors moi, je fonctionne d'une manière un peu particulière, je ne sais pas comment fonctionnent mes autres collègues, mais déjà on est 4 sénateurs sur la liste et 2 suppléants, avec une parité, donc un homme, une femme. Voilà. Donc
En fait, nous sommes élus, j'allais dire, c'est un peu plus compliqué que ça, mais à la proportionnelle. C'est-à-dire qu'une liste peut avoir 2 ou 3 sénateurs. 3 sénateurs. C'était le cas de Jean-Claude Frécon. Il y avait eu 3 sénateurs de gauche, puis un seul de droite. D'accord. En 2004. Vous avez été élu en 2017. Moi, j'ai été élu en 2017, donc en 2011. Voilà, c'est ça. C'est tous les 6 ans. Voilà, c'est ça. Et nous, en l'occurrence, cette année, en 2017, cette élection, on a été, seulement les têtes de liste ont été élues. On a 4 sénateurs dans la Loire. C'est ça. Là aussi, ça marche en fonction de la population. Il y a des régions où il y en a plus, d'autres moins. C'est ça. C'est au poids de la population. C'est au poids de la population. Donc, c'est un mandat de 6 ans. Et là, on peut le renouveler aussi autant de fois où il y a... Oui, aujourd'hui, on peut se représenter... Il n'y a pas de limite. Et au niveau du non-cumul des mandats, est-ce qu'on peut être sénateur-maire? Est-ce qu'on peut être sénateur conseiller? Non, plus. Depuis janvier 2017, c'est le gouvernement François Hollande qui avait mis ça en place. On n'a plus le droit de cumuler un mandat législatif et un mandat d'exécutif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parlementaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être député ou sénateur et être maire ou président de région ou président de département ou même vice-président ou même adjoint. Et beaucoup se plaignent justement aujourd'hui d'être un peu isolé du terrain. Est-ce que c'est une réalité ou c'est seulement des mots? Parce que vous m'aviez parlé que vous êtes aussi beaucoup sur le terrain. Voilà, alors là, pour le coup, l'avantage que moi j'ai peut-être par rapport à d'autres, c'est que j'ai eu des mandats avant d'être parlementaire. J'ai été maire, j'ai été président de communauté de communes, j'ai été conseiller départemental, donc je sais à peu près de quoi je parle quand on parle d'aménagement du territoire, etc., etc. Donc, en étant, on va dire, le représentant des collectivités, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle et c'est bien d'avoir pu vivre les angoisses, si j'ose dire, les joies, les soucis, les problèmes que peuvent vivre les collègues maires. D'ailleurs, je dis toujours les collègues maires. Voilà. Après, le non-cumul, moi, ça ne me gêne pas. Et au contraire, je suis plutôt favorable au non-cumul. Mais je suis même favorable au non-cumul du mandat dans le temps. C'est-à-dire que je ne vois pas... après, d'autres collègues vous disent que non, c'est bien, on bénéficie d'une certaine autorité, puis une certaine expérience. Mais voilà, c'est certain. Un mandat, c'est peut-être un peu court, mais après, en faire 5 ou 6, je ne sais pas si c'est bien. Et techniquement, c'est qui? C'est les maires qui vous appellent, ils vous disent j'ai un problème, il faut m'aider, monsieur le sénateur? Comment ça se passe? Qui c'est qui vous sollicite? Alors, il n'y a pas de règle. Vraiment, il n'y a pas de règle. Et puis, si j'ose dire, c'est que plus vous répondez, plus on vous sollicite. Et voilà, donc c'est le travail aspire le travail. Les collaborateurs, moi, j'ai une ligne de conduite et je demande à mes collaborateurs vraiment d'être sur cette ligne-là et ils le sont parfaitement. C'est-à-dire qu'on répond très vite aux sollicitations. Et c'est vrai, ça peut être des maires, ça peut être des élus, puis bien sûr, on a aussi des sollicitations, enfin des maires, des élus, quand on a des élus municipaux, mais ça peut être aussi des gens, des citoyens ordinaires qui ont des soucis de RSA, des soucis de logement, des soucis... Voilà. Et on a un vrai pouvoir sur son territoire, ou alors on est un peu... Comme vous m'avez parlé, j'avais un peu l'impression que vous étiez l'assistante sociale de vos administrés. Oui, quelquefois. Mais aujourd'hui, un vrai pouvoir, d'abord, c'est prétentieux de dire qu'on a du pouvoir. Moi, j'aime pas dire ça. Non, mais que ça sert à quelque chose. Ouais, alors, nous, la chance qu'on a, ou l'avantage qu'on a quand on est parlementaire, c'est qu'on peut ouvrir certaines portes qui sont plus difficiles à ouvrir quand on n'est pas parlementaire. D'accord. Voilà. Donc, il faut user de cette... sans faire d'abus de pouvoir, ni faire de l'ingérence. Ça a peut-être plus de portée quand on dit je suis le sénateur. Oui, voilà, puis on est connu, on a un peu un carnet d'adresses. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis dans le milieu, donc ça, voilà, on est identifié comme tel, et c'est vrai que quelquefois, on arrive à faire avancer des dossiers. Après, il faut rester très modeste. Hein. Il faut rester très modeste. Moi, j'aime pas le clientélisme, mais quand même, quand on peut aider les gens, quand on pense que la cause est juste, je le fais volontiers, mais si on pouvait réussir à tous les coups, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Est-ce que l'étiquette politique, elle est aussi importante quand on est sénateur? Est-ce qu'on a du mal à travailler avec certains, ou est-ce que, oui, ou est-ce que tout le monde veut... Alors, moi, je ne regarde absolument pas qui m'appelle et qui me demande quoi que ce soit. On répond à la demande et point. Après, moi, je suis identifié comme tel et j'ai toujours été identifié comme tel. Jamais je me suis caché sur une étiquette de divers gauche, peut-être un peu centriste, peut-être un peu plus à droite, peut-être un peu plus à gauche. Voilà. Non, moi, je suis socialiste depuis le début, point barre. Maintenant, avec les valeurs qui vont derrière. Et je respecte bien sûr tout le monde, mais vraiment tout le monde est dans un état de droit, dans une république qui permet à chacun de s'exprimer. On adhère aux partis politiques que l'on souhaite. Mais voilà, moi, je suis là. Et si les gens ont besoin de moi, c'est de cette manière-là. Après, mon étiquette, je n'en fais pas un étendard. Quand je vais voir un maire, je ne lui dis pas je suis socialiste, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Pas du tout. Je suis là en tant qu'individu, sénateur, à sa disposition, et que voilà. Mais je n'avance pas masqué, et je ne suis jamais avancé masqué. Alors, on a parlé aussi de travail parlementaire. Vous m'avez parlé, avant de démarrer cette émission, vous avez remis un dossier sur une enquête sur Lubrizol. Ça se passe comment, cette enquête? Ça dure des mois.
Et c'est quand on amène la conclusion, en gros, comment ça se passe là aussi? Alors, pour faire un petit peu la genèse du projet, on va dire le 26 septembre, il y a eu l'incendie à Rouen. Cet incendie en pleine ville. En pleine ville, en pleine nuit. Des gros points d'interrogation sont très vite apparus sur la communication, etc., etc. La manière dont le feu a été maîtrisé, comment la pollution a été maîtrisée. Voilà. Donc il y avait de grosses interrogations. Et c'est pour ça que le Sénat a décidé de faire une commission d'enquête. Donc moi, j'ai fait partie dès le début de cette commission d'enquête. Et là, c'est vous qui demandez à être dedans ou on vous appelle et on vous dit on vous propose un poste pour la commission? Alors, c'est pas tout à fait comme ça. La commission d'enquête est créée et c'est toujours pareil. Les représentants de chaque groupe politique sont au nombre du poids qu'ils représentent, que leur groupe représente au sein du Sénat. Et quel est le rapport entre un sénateur de la Loire et un fait qui s'est passé à Rouen? Aucun. Donc c'est vraiment une histoire d'être indépendant, quoi. Non, le truc, c'est qu'on est des élus nationaux. Ouais, d'accord. Donc moi, je m'occupe pas que des affaires de la Loire. Ah, d'accord. Quand on s'occupe des affaires économiques, c'est au niveau national, voire même international. Quand on parle de la PAC, c'est européen. Et là, en l'occurrence, le dossier de Lubrizol, c'était quand même la grosse question, c'est comment on gère une crise sur un site Céveso eau. Nous, dans la Loire, on en a un site Céveso, c'est SNF. Voilà. À Andrézieux, là. À Andrézieux. On peut se poser la question. Donc voilà, mais moi j'ai été sollicité, enfin, j'ai demandé à en faire partie parce qu'en fait, on dépose notre candidature au sein de notre groupe en disant, ben voilà, il y a 4 places, 5 places, je ne sais plus comment on en avait pour d'autres groupes, il y avait une place pour le rapporteur, c'était Nicole Bonnefoy, et puis après, on était quelques-uns et j'ai dit, ben moi je veux bien être vice-président. Donc voilà, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Mais il ne faut pas voir ça, et d'ailleurs c'était l'avantage, que ce ne soit pas réservé aux élus du coin concernés, quoi. Heureusement. Parce qu'on a peut-être moins de recul, quoique Nelly Tocqueville, qui était élu de la région de Rouen, avait un œil à ses objectifs. Et est-ce qu'on peut avoir un peu votre conclusion, enfin des résultats que vous avez après découverts? des dizaines d'auditions, un rapport a été rédigé, qu'on a amendé, qu'on a lu, etc. Alors je vous passe tous les détails. Alors, on a auditionné Castaner, on a auditionné Madame Borne, on a auditionné... Et là, comment ça se passe? On convoque le ministre? Alors, justement, là, c'est intéressant de savoir. C'est pas une invitation, c'est une convocation. Oui, c'est-à-dire que je dis, on convoque. Voilà, on convoque. Et on peut convoquer qui on a envie. Et jusqu'au Premier ministre? Jusqu'au Premier ministre. Et ils n'ont pas le droit de refuser. Et quand ils viennent témoigner, si j'ose dire, ils le font en levant la main droite en disant « je le jure ». Un peu comme au tribunal, alors. Un peu comme au tribunal, un peu comme l'affaire Benalla qui avait été très, très médiatisée. Ouais. Voilà. Donc voilà, et à la suite de ça, alors, je vais vous faire le compte-rendu ici, mais il y a quand même des points qui sont bizarres. Alors moi, ce que j'ai fait quand même pour que ce soit un peu... que ce travail d'enquête parlementaire sert pour le département... J'ai rencontré les dirigeants des SNF, j'ai rencontré les maires concernés par les maires des communes concernées par le site SNF, et j'ai rencontré des associations de riverains. Enfin voilà, j'ai beaucoup travaillé pour voir de quelle manière, si on avait le même sinistre, malheureusement, dans la Loire, comment on pourrait réagir. Voilà, c'était ça. Et peut-être prévenir. Prévenir et faire des propositions. Donc je me suis inspiré de ce que m'ont dit les gens ici, pour après les apporter au sein de cette commission d'enquête. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est qu'il y a une communication qui a été catastrophique. Pourtant, on est dans l'heure de la communication. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que en pleine nuit, on se contente d'une sirène pour dire attention, restez chez vous? On dit restez confinés. Ça veut dire quoi pour vous, rester confinés? Non, je l'ai été pendant 2 mois, donc j'ai une vague idée maintenant. Oui, mais sauf que c'est pas obligatoirement ça. Ça veut dire rester chez vous, scotcher les fenêtres, ne pas sortir, attendre. Si on vous dit par SMS, restez chez vous, ne venez pas chercher vos enfants. Mais c'était la nuit. Oui, mais si ça avait été le cas, je veux dire, vous voyez, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir, cette culture du risque. On a mis en évidence qu'en France, on n'a pas de culture du risque. Ça veut dire qu'aussi... En préventif et en curatif. Si je peux vous couper... Ça veut dire qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'on ait des masques chez soi, parce que pour un cas comme ça, ils auraient mis des masques, les gens ils auraient peut-être été un peu protégés, non? Oui, parce qu'ils ont dû respirer des choses qu'il ne fallait pas respirer. Oui, sûrement, mais si vous voulez, la difficulté dans ces cas-là, c'est donner l'information, mais en temps réel. C'est-à-dire que ce que le préfet ou le directeur de la sécurité civile vous dit aujourd'hui à 14h55, il faut accepter qu'à 14h59, ce soit plus la même chose.
Parce que ça évolue. Et ça, aujourd'hui, en France, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas cette culture. Après, il y a eu aussi des grosses lacunes avec l'industriel. Il nous a dit, quand on a auditionné le patron américain au Sénat, il nous a dit ça n'a pas été plus dangereux, alors dans un américain francisé, ça n'a pas été plus dangereux qu'un feu de maison. C'est juste une blague. Il y a quand même des milliers de tonnes qui ont brûlé. De produits chimiques. De produits chimiques. Donc voilà. Et puis, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il a fallu plusieurs jours pour savoir exactement la quantité qui avait brûlé. C'est quand même étonnant que des entreprises comme ça, avec le risque qui est autour de ces productions-là, on ne puisse pas savoir en temps réel ce qui s'est passé. Et puis à côté, il y avait Normandie Logistique. Comment les produits de Lubrizol étaient stockés chez Normandie Logistique, comment la part des choses était faite, comment les séparations étaient faites. Parce que Lubrizol était classé Céveso, Normandie Logistique seulement soumis à déclaration. Donc vous voyez, on a soulevé toute cette problématique-là. Et moi, si vous voulez, je m'étais gardé comme ligne de conduite, comme un peu, comme fil rouge durant ces auditions, c'était la pollution qu'avait pu engendrer l'incendie dans l'eau et sur la terre, avec les retombées des suies, etc. Comment les agriculteurs allaient pouvoir continuer à vendre leurs produits, le lait, les vaches. Vous voyez, ce qu'on avait un petit peu vécu, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Saint-Cyprien avec l'incendie des PCB là. J'ai une vague idée, voilà. Mais ça remonte. Donc on avait complètement interdit les paysans de vendre leur lait, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu dans cette idée-là. Et puis surtout, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est de quelle manière, et là pour le coup on a encore un point d'interrogation, de quelle manière ont été traitées les eaux qui ont servi à éteindre l'incendie. Il y a la Seine juste à côté. Donc on a tout rebasculé dans. Alors normalement il y a une darse. Les eaux ont dû passer dedans, ont dû être traitées, mais voilà. Et donc moi je me suis vraiment appliqué à démontrer que c'était pas si simple que ça et que la pollution était peut-être ici. Alors après, j'en veux à personne, mais si on fait le constat, c'est quels sont les éléments qu'on met en œuvre pour pouvoir prévoir et puis pour pouvoir anticiper. Parce qu'aujourd'hui, si dans 2 ans, dans 5 ans, on se rend compte que des bébés naissent sans bras, qu'il y a des gens qui sont plus fertiles, qu'il y a des cancers plus que la moyenne, voilà, il faudra dire, on avait prévu que peut-être il y aurait un problème. Voilà, donc c'est un peu dans cet esprit-là. C'est surtout pas dans un esprit revanchard. Hein. C'est vraiment, moi je l'ai fait vraiment dans cet esprit. Je me souviens avoir présidé une commission, parce que le président n'était pas là, je présidais la commission, c'était l'audition de la patronne de l'ARS. Et j'aime bien l'ARS, c'est l'agence régionale de santé. Voilà, de Normandie. Je disais, mais moi je vous en veux pas. J'essaie juste de comprendre quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre, qui ont été efficaces ou pas, et si demain il y en a un autre, ce que j'espère pas, quels sont les moyens qu'on va mettre en place. Voilà. C'est ça en fait. C'est pas du tout dans un esprit revanchard, hein. C'est plutôt dans un esprit plutôt constructif que la commission d'enquête a fonctionné. Dernière question sur le sujet Lubrizol, un peu comme l'histoire des nuages de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière. Est-ce qu'on a un peu dans cette commission une notion de savoir jusqu'à quel territoire ça a pu... Est-ce que nous sommes dans la Loire, est-ce qu'on a pu être touché par des retombées qui venaient d'aussi loin? Non, parce que du coup le vent n'était pas dans ce sens-là. Ouais. Non, mais il y a certainement des territoires, la Somme par exemple, qui est frontalière à la Normandie, à la Seine-Maritime. On peut imaginer que bien sûr il y aurait des retombées. Il y en a sûrement loin, mais il fallait... Et c'est là où on s'est beaucoup appliqué, c'est-à-dire que il faut rien fermer. Faut pas dire non, ça n'arrive pas. Non, ça peut pas arriver. C'est pas vrai. On sait pas. Et on a auditionné des professeurs, on a auditionné des intellectuels, des physiciens. On a vraiment auditionné des gens et de la profession et des gens qui n'ont rien à voir avec la profession, mais qui ont une approche du risque particulière. Et on se rend compte que oui, il faut surtout être très humble, dire voilà quels enseignements on peut tirer, et puis après, écrire. Voilà ce que nous on propose. On est dans la Loire, on est à Saint-Étienne. S'il nous arrivait une catastrophe comme ça, qu'est-ce que les citoyens, les habitants de la Loire, quelle est la première bonne réaction qu'on doit avoir s'il arrive à quelque chose comme ça là? Non, je n'ai pas la prétention de dire quoi que ce soit. Parce que là, non, mais par rapport à ce que vous avez écouté pendant des heures. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'à mon sens, il faut revoir la communication. Je veux dire, aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, du SNF, du SMS, etc. Il faut qu'on puisse informer les gens comme se fait avec l'alerte météo, quoi. Voilà. Mais il faut qu'on puisse avoir cette culture. Je pense vraiment qu'il faut qu'on installe cette culture du risque. Parce qu'aujourd'hui, on parle de style produits chimiques, etc. Mais ça peut être la rupture d'un barrage.
Si les barrages en amont de Saint-Étienne venaient à lâcher, comment à Rochetaillé, hein, tout voilà, près. Voilà, hein. voilà, comment on informe les gens. Comment réagir, voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'on essaye de mettre en place. Alors, on va bouleverser un peu l'ordre parce qu'on va enchaîner. Vous avez parlé du numérique et des SMS. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que vous aviez voté contre une loi sur l'appli Stop Covid en disant qu'elle était incomplète et qu'elle était liberticide. Alors, est-ce qu'on peut développer? J'ai vu aussi sur les réseaux que tout le monde est contre, mais tout le monde est fiché avec son téléphone. J'ai pas bien compris le débat là aussi. Alors, il faut le ramener dans son contexte. Stop Covid, l'application Stop Covid, elle est basée sur le volontariat déjà. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est identifié comme porteur et puis quelle plus-value apporte l'application? Aujourd'hui, on nous dit c'est pour tester les gens qui ont pu croiser des gens qui ont été atteints par le virus. Pour l'instant, j'ai compris. Voilà. Mais les données que vous allez donner à Google. Mais il les a déjà de toute façon. Oui, mais je veux dire, c'est la loi qui l'écrit, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Donc, comment elles sont stockées? D'ailleurs, on avait dit, nous, on pourrait peut-être être d'accord si la CNIL donne son accord. La CNIL a donné son accord, c'est vrai, mais avec une ribambelle, si j'ose dire, de préconisations, dont deux, le stockage des données et la sécurisation des données. On ne sait pas ce que ça va devenir. Donc voilà. Donc dans ce cadre-là, après, il faut peser le plus et le moins, si j'ose dire. Aujourd'hui, si on voulait vraiment que tout le monde soit protégé, soit par un test, etc., il y a des gens dont on savait, dont on était sûr qu'ils étaient au contact des cas Covid. Ce sont les soignants. Les soignants, les aides-soignantes, les gens qui font le ménage, etc., les infirmières, les médecins. Est-ce qu'ils ont tous été traités? Est-ce qu'ils ont tous été testés, pardon? Non. Aujourd'hui, ils n'ont pas tous encore été testés. Donc, si vraiment c'était cette volonté-là, on aurait pu commencer par ces gens-là. Et pourquoi c'est aussi long? Tester les gens, pour le coup, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas assez de tests? Est-ce que... Là, non, je ne sais pas. Toujours dans le personnel soignant, on va revenir sur un sujet aussi qui était à l'ordre du jour. C'est l'avenir de l'hôpital public. On a salué les infirmières, on les a applaudis. Ah, oui. Et puis maintenant, je vois qu'ils n'auront peut-être pas de prime. Et puis on revient au point de départ. On reparle de supprimer des lits. Donc, quel est pour vous le bon avenir? Comment on doit développer l'hôpital? Vous savez que moi, je suis un fervent défenseur de l'hôpital public, du service public. Je l'ai démontré à maintes reprises. On est deux. Voilà, on est sûrement plus que deux. Mais j'espère. En tout cas, je l'ai démontré à maintes reprises. Aujourd'hui... avec la crise, il a été démontré l'intérêt du service public. Les gens des services dans les hôpitaux ont su mettre en place des moyens internes pour répondre très vite, favorablement, pour répondre très vite à cette crise, pour combattre cette crise du Covid. Donc c'est la démonstration que les gens, on en a besoin et ils savent faire. Aujourd'hui, on nous dit, enfin, il y a quelques semaines, en plein plan blanc, où c'était branle-bas de combat dans le milieu hospitalier, etc., on nous dit que l'hôpital de Saint-Étienne, le CHU, va être restructuré, etc., Et quand on discute avec M. Galli, le directeur, il nous dit, oui, mais on ne fait rien en surprise, on en avait discuté avant, avec les syndicats, etc., mais on fait que ce qui était prévu. Mais alors, à quoi a servi la crise? Si on continue à faire pareil, avec les mêmes remèdes. Si on dit, finalement, on va quand même mettre... Alors, peut-être qu'ils ne suppriment pas de lit, peut-être. Mais en tout cas, si on ferme ici, on va monter... non, mais attendez, c'est une blague. C'est juste une blague. Donc, soyons très, très, très attentifs. Vigilants. Et croyez-moi, je serai très vigilant. Parce qu'aujourd'hui, on parle du CHU dans la Loire, mais moi, vous avez dû voir mes prises de position sur le CH du Forêt, où aujourd'hui, il y a eu la fusion Monron, Montbrison, Feur. On les a accompagnés. Aujourd'hui, on commence à entendre des trucs. Là, il n'y a pas longtemps, on m'a dit que peut-être la radiologie serait cédée, vendue, je ne sais pas bien quoi, à la clinique du Parc. Alors, c'est un gros point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si jamais c'était vrai, c'est la vente à la découpe, quoi. C'est le démantèlement. C'est le démantèlement, quoi. C'est la vente à la découpe, comme les appartements, vous savez, quand on les coupe. Ce qui est rentable, ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, voilà, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et j'espère, mais vraiment, j'espère de tout mon cœur. Et là, pour le coup, et on sera nombreux, je pense, à dire non. La crise a démontré que l'intérêt du monde hospitalier public, j'espère qu'on va tout mettre en œuvre pour que ce service public perdure et au contraire, et qu'on le renforce.
On ne peut pas trouver des budgets pour aider Bien ces sûr que si, saveurs. c'est qu'une volonté politique. Ce n'est qu'une Oui, mais volonté on parle politique. de volonté politique et on a eu beaucoup de socialistes au pouvoir pendant quelques années. Pourquoi Ouais, on n'a je pas sais. fait ce qu'il fallait? Oui, je sais. On a même commencé, c'est nous même qui avons commencé à démanteler l'hôpital. Tout à fait. Donc, mea culpa. Enfin, moi, j'étais même pas parlementaire et je l'ai combattu à ce moment-là. Donc, mea culpa. Mais comment on l'explique Et d'ailleurs, alors? François Comment on Hollande l'a dit l'explique? d'ailleurs. Hein. Il est revenu il y a quelques jours Oui, mais ou c'est quelques facile semaines. Il a maintenant. dit oui, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait. Ben voilà. Au bout d'un moment, si vous voulez, c'est que alors on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais la T2A, la facturation à l'acte. Écoutez, on est dans un système libéral, ultra-libéral, c'est-à-dire que ce qui rapporte, on le met au système Oui, mais libéral. Il y a des secteurs qui ne seront jamais rentables. Ouais, ça sera, Alors, est-ce qu'on ne peut pas accepter que des secteurs ne seront pas rentables et que c'est l'État qui finance? bien sûr que si, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Je suis désolé, on parle de l'hôpital, mais quand on voit que pendant la crise, toutes les postes étaient fermés et dans les petits villages, il y a des personnes qui ont que la poste pour Bien survivre, sûr, bien sûr, bien sûr. je suis un peu Non, scandalisé. mais quand on parle de service public, il faut oublier le terme de rentabilité, parce que c'est une malhonnêteté intellectuelle. On est C'est d'accord. comme si à un maire, on lui demande d'équilibrer son prix de cantine. On sait que quand on est maire, on gère le déficit de la cantine. On ne gère pas le bénéfice ni même l'équilibre. On sait qu'il y a un déficit. Donc, vous l'acceptez, c'est comme ça. Sinon, on n'accepte pas les enfants à l'école. Ou à la cantine, tout au moins. On sait que c'est pas possible. Et là, c'est pareil. On a les moyens de faire autrement. On a les moyens de dire, oui, on en a besoin. Oui, il faut accepter de mettre de l'argent. Et oui, ça va coûter de l'argent. Oui, ça va coûter des sous. Mais si on explique ça aux gens, je pense qu'ils sont totalement intelligents ou adultes pour comprendre qu'il faut mettre Oui, un je peu pense de... que oui. Je pense que oui. Donc, il faut vraiment, sur ce coup-là, être socialiste. Socialiste, oui, et être social. Mais le problème, c'est que le mot social a une connotation un petit peu d'assisté, mais c'est pas du tout ça le problème. Ouais, parce qu'on- on l'a mal employé aussi. On l'a pendant mal des années. employé, et puis quelquefois on est stigmatisé. Nous, les socialistes, moi, je suis socialiste, j'ai jamais fait vœu de pauvreté, moi. Jamais, hein. Mais Moi, là n'est pas la question. hein. Voilà, donc justement, il faut. On est dans le. De toute comment façon, on imagine le partage. ce qu'on a, Voilà. pas ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais le fait de mettre plus d'argent dans l'hôpital, d'avoir plus d'infirmières, d'avoir plus de gens qui sont heureux d'aller travailler, tous ces gens qui vont travailler, ils vont consommer. Mais bien sûr. Si les infirmières ont du salaire, consomment, elles vont acheter des produits. Bien sûr. Donc elles vont. Donc c'est toujours cet enchaînement que je Bien comprends sûr. pas qu'on le fait toujours à l'envers. Ben oui, bien On sûr. diminue, on diminue, on diminue. Eh bien, si vous voulez, on essaye toujours on a la problématique souvent un peu partout. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus facile de renier en premier? Sur les emplois. C'est simple. Ce que faisaient 3 infirmières, on va essayer de leur faire à 2. Et puis voilà. Et puis, premier virus qui passe, on est en. Voilà. Et on est casse à la l'agonie. Voilà, c'est ça. Donc, 46 milliards, j'ai vu, ça avait coûté là pour l'instant. oui, je ne sais pas encore les chiffres exacts, mais en tout cas, moi vraiment, je pense que l'enseignement qu'il faut qu'on tire, c'est qu'aujourd'hui, la crise, on a évité le pire parce qu'on a eu un personnel soignant remarquable, depuis le médecin jusqu'à la femme de ménage. Et je pense vraiment, et en passant par l'administratif, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête. Après, il y a des problématiques techniques, bien sûr, que j'entends qu'on ne peut pas mettre un scanner partout, j'entends qu'on peut peut-être pas mettre une maternité. Il faut réfléchir à tout ça, d'accord. Mais aujourd'hui, arrêtons l'hémorragie de lits. Je pense que vraiment, il faut qu'on garde des lits disponibles. Et si aujourd'hui, la politique de l'ambulatoire, où on se fait opérer le matin, on rentre le soir, bon, très bien, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on peut faire. Mais je pense, alors moi, je ne suis pas médecin, ce n'est pas mon métier, mais je pense qu'aujourd'hui, en tant que politique, c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête. C'est-à-dire que comment nous nous organisons pour tirer les enseignements de cette crise, parce que là, pour le coup, personne ne peut dire ça s'est mal passé, parce que aujourd'hui, la démonstration a été faite que finalement, on l'a à peu près maîtrisé. On était sur le fil du rasoir. On a été sur le fil du rasoir. Bien sûr, écoutez, mon épouse est infirmière. Donc, et elle a travaillé dans ce milieu-là. Donc, je sais à peu près la tension qu'elles ont pu vivre, même si elle n'était pas dans un service le plus tendu, mais la tension que vivent ces gens, quoi. Et aujourd'hui, les applaudir au balcon, et puis demain, leur dire on supprime encore des lits dans tel hôpital. Franchement, c'est une blague. Juste dans le même sujet, qu'est-ce qu'on fait pour tout ce qui est des déserts médicaux? C'est la même chose, c'est une volonté qu'il faut avoir. Après, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que les déserts médicaux, il faut qu'il y ait des médecins. Et les collectivités que nous sommes, que moi j'ai la chance de représenter, on a beau faire des maisons de santé, etc., organiser des cabinets médicaux, payer la maison, dire aux médecins venez, on vous donne tant par mois. Il faut qu'il y ait des médecins. Et il faut donner envie aux médecins. Il faut arrêter de dire que la campagne, les territoires ruraux, mais les déserts médicaux, c'est pas que les territoires ruraux d'ailleurs, hein. Les quartiers, etc., ils ont aussi des problèmes. On parle beaucoup de salaire, mais est-ce que le cadre de vie n'a pas aussi une importance pour un médecin? Moi, je pense que si. Mais des fois, il y a eu alors pour la médecine générale, il y a eu la problématique de numerus clausus. Donc, on n'a pas assez formé de médecins. Donc, maintenant, on va peut-être remonter un peu le numerus.
clausus, mais il faut faire très attention parce qu'on dit on augmente le nombre dans le cadre du numerus clausus, mais il n'y a pas plus de place en fac. Donc, il faut faire attention aussi, là, pareil, à une certaine malhonnêteté intellectuelle. Quoi. On en revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes ces choses qu'on pourrait développer, ça créerait forcément de l'emploi. Bien sûr, mais oui. Si on crée des bâtiments, ça va créer de l'emploi dans le bâtiment. Si on crée il faut des profs, il faut des gens qui les nourrissent. Et c'est là où j'ai pas compris qu'on est toujours en train de réduire pour arriver à zéro et pour dépendre de la Chine pour avoir des masses. Parce que pour engraisser que quelques-uns. Ben oui, mais c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. C'est pour ça que moi je fais de la politique. Il faut peut-être la faire cette révolution. Ben écoutez, on la fait là où on peut. Donc les déserts médicaux, là aussi, c'est un sujet qui est vraiment important. Ah ben, bien sûr. Et on a peut-être des solutions ou alors on est pessimiste. Non, moi je suis un éternel optimiste. Sinon, il ne faut pas faire de politique. Sinon, faut pas faire de politique. Faire de la politique, c'est vouloir changer la vie des gens. Et tant qu'à faire, en mieux. Donc là, pour les déserts médicaux, c'est vrai, il faut peut-être... et on en avait parlé longtemps. Enfin, moi, il y a un moment qu'on en parle, parce que c'est difficile de garder des médecins. Il y a des solutions. Il y a des solutions. On a fait des propositions au Sénat, dans le cadre de la loi de santé. Par exemple, donc augmenter le numerus clausus. On peut aussi dire que la dernière année d'études de médecine, eh bien, on demande à l'étudiant, qui est interne, de lui dire, écoutez, vous faites une année, ou 6 mois, ou 8 mois, à Saint-Étienne, quartier ici, à Saint-Marcel-de-Féline, voilà, à la Pacaudière, enfin voilà, aux endroits où on a identifié un manque de médecins. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Après, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut avoir la volonté. Mais la crise va peut-être nous servir un petit peu aussi, parce qu'aujourd'hui, il a été démontré quand même que sur nos territoires ruraux, on n'était quand même pas si mal que ça. Donc, à nous de le vendre, entre guillemets, de dire venez chez nous, vous êtes capable de bien vivre chez nous. On a aussi une offre culturelle, une offre pédagogique, pour les enfants. Peut-être un air plus sain. Un air plus sain, mais ça c'est sûr. Là, pour le coup, c'est sûr. Mais quelquefois, il y a des réticences parce je vous passerai les mots triviaux, mais des fois, dans les endroits un peu reculés, c'est un peu compliqué d'aller au cinéma. Ouais, d'accord. Mais bon, il y a le théâtre. Je pense qu'on a une offre culturelle. Si on y prend... si on a la volonté, je vous assure que dans les territoires ruraux, on a une vraie offre culturelle et qui pourrait complètement être... Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en tant que politique et en voulant changer la vie des gens, on ne va pas justement un peu repenser tout ça? Si. Le commerce, l'économie, l'éducation, la culture. Alors, bien sûr que si, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça existe pour la plupart du temps. Ça existe. Aujourd'hui, il faut s'attacher à ce que ça ne disparaisse pas. C'est comme l'école. L'école, moi, toutes les années, au moment des discussions, des fermetures de classe, on se bat. Quelquefois, on gagne. Et quand on a gagné, pour moi, c'est une vraie victoire. Parce que tant qu'il y a une classe, tant qu'il y a une école sur un territoire, dans un village, dans une commune, la commune et le village vit. Et c'est pareil, je vous coupe. Non, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de faire des comptes, des mathématiques. Parce que c'est vrai que ça coûte plus cher. Mais bien sûr que ça coûte plus cher. Si vous avez que 15 gamins ou 20 gamins, si vous divisez par le nombre et par le salaire de l'institut, c'est vrai que ça coûtera plus cher. Pas toujours avec le recul. Pas toujours avec le recul. Sur du long terme, non. Voilà. Mais bien sûr, mais c'est une vraie volonté politique. Expliquez-moi aussi le fait de fermer des classes. On ferme des classes parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, ou alors on ferme des classes parce que ça coûte trop cher? Il faudra poser la question à M. Bataillé, mais... Je ne connais pas le directeur de l'académie. Mais s'il veut venir, il n'y a pas de souci. Non. Alors, je pense que les académies fonctionnent avec un nombre de postes affectés, en fonction d'un nombre d'élèves. Donc, dans la Loire, un nombre d'élèves, on va dire, par département. Et après, il y a une attribution de nombre de postes en fonction du nombre d'élèves. Et c'est vrai que dans la Loire, on diminue en nombre d'élèves. Je parle pour le premier cycle. Donc, on pourrait dire on aura moins d'instituts. Non, c'est pas. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il faut dire, de quelle manière on ventile, de quelle manière... Après, c'est qu'une histoire de volonté. Hein. J'avais entendu, avant la campagne des législatives, la proposition d'une députée actuelle qui m'en avait parlé à un autre micro et qui me disait qu'on allait dédoubler les classes. On a oublié ça aussi. Alors, si on dédouble les classes, ça fait plus de professeurs, ça fait plus de locaux, ça fait plus d'écoles. Dans les territoires en zone prioritaire, dans les lycées, dans les écoles zones prioritaires, pour les CP, on ne peut pas dépasser 12, etc. Ça a été mis en œuvre. Donc, ça fait plus de classes. Bien sûr. Mais il faut voir comment ça évolue. Il faut voir comment ça évolue, justement. Il faut être très attentif. Donc, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, on va dans le bon sens.
On était dans le Covid, on va y rester. Au niveau économique, j'imagine que là aussi, vous devez avoir des retours assez catastrophiques. Oui. Comment on entend les gens et quelles sont les plaintes et les désirs de tous ces gens qui sont en train de vraiment souffrir par rapport à leur activité? Écoutez, vous savez, vous connaissez aussi bien que moi la problématique. Aujourd'hui, force est de constater qu'au niveau artisanat ou au niveau commerce, il y en a qui ne rouvriront pas. Parce qu'ils ne s'en remettront pas. Parce que ce n'est pas possible. D'autres vont y arriver. Donc, c'est ceux-là qu'il faut aider, entre autres. Mais ceux qui vont arrêter, il faut les aider aussi à passer un cap, il faut les aider à faire une transition, il faut les aider d'une manière ou d'une autre, mais il ne faut pas laisser les gens sur le bord de la route. Maintenant, aujourd'hui, à mon avis, il faut continuer le chômage partiel. Il ne faut pas l'arrêter. Il faut, quand on a une aide aux entreprises, qu'elles soient grosses ou plutôt modestes, il faut des contreparties. Aujourd'hui, vous avez des contrôles. Des contrôles, bien sûr. Des contrôles, il ne faut pas mettre un flic devant chaque commerçant qui a touché 1 500 €. Je ne parle pas de ça, bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui, Air France, vous avez vu, il faut sauver la filière aéronautique. OK, ça serait un long débat. Il y a Renault aussi. Hein. Renault. On parle que de milliards, donc on a un peu perdu. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande en contrepartie? C'est là où il faut être attentif. Moi, je suis très, très prudent avec les subventions qui sont données. Pas les subventions, avec des avances de prêt, des avances de trésorerie. Parce qu'à un moment ou à un autre, les entreprises elles vont se retrouver au pied du mur. Elles vont devoir les rendre, ces sous-là. Renault, s'ils ne vendent pas de voitures, ils n'en vendront pas mieux. De toute façon, c'est ce que je comprends. Oui. Puis, y a autant une infirmière, on voit le travail, on voit qu'il y a les besoins, mais quand on vend plus de voitures, on n'en vendra pas bien plus. On a tous 15 voitures, donc comment on va faire? Là, si vous voulez, c'est que... Et là, pour le coup, il faut peut-être regarder un petit peu dans le rétroviseur. Une voiture, c'est bien. C'est de comment la politique de Ghosn a porté ses fruits. Parce que finalement, c'est ça. Est-ce qu'on a fait... Enfin, je parle de Renault. Hein. Est-ce que c'est les bons modèles? Est-ce que le choix stratégique qui était fait avec Nissan a été le bon? Les échecs avec Fiat, etc. C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'après, on va parler la transition, les voitures hybrides, les voitures électriques. Mais est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Est-ce qu'aujourd'hui, les batteries... Elles ne sont pas plus polluantes que l'essence? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, j'ai lu que si, alors j'ai des doutes maintenant. Les batteries, on en fait quoi après? Elles sont produites avec des terres rares. Alors déjà, la question que je vous posez, comment sont extraites ces terres rares et qui travaillent dans ces mines? Avec des enfants de 10 ans qui travaillent 15 heures par jour. Voilà. Ça, voilà. Mais surtout, c'est ce qui est plus grave, mais à quelle échéance il n'y a plus de terres rares? Très vite. Oui, bien sûr. On aura plus vite moins de terres rares que de pétrole. Donc réfléchissons quand même. Hein. Et puis après, comment on recycle ces millions de batteries? On en fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis il faut savoir aussi une chose, c'est que pour fabriquer un moteur... Alors, je ne suis pas spécialement défenseur du moteur thermique, mais quand on produit un moteur thermique, il faut 7 personnes. Quand on produit un moteur électrique, il faut 2 personnes. Donc il en manque 5 au milieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, des chômeurs. Voilà. Donc, après, je ne dis pas qu'il faut prendre une orientation, mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ne vaudrait-il pas mieux avoir une réflexion globale? Vous le disiez tout à l'heure, on se déplace moins, on dépense moins, on a moins besoin de bagnole. Voilà, donc c'est un peu cette réflexion-là qu'il faut qu'on ait. Parce que si on essaye de trouver des solutions, si on essaye de trouver des remèdes, si j'ose dire, à la crise, avec des solutions de l'ancien monde, on est sûr d'aller dans le mur. Parce que, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui on parle du Covid, mais demain il y aura un autre virus qu'on ne maîtrisera pas. Donc je pense qu'on est vraiment rentré dans une mutation, et c'est cette mutation-là qu'il faut qu'on accompagne. Et on se rend compte un petit peu, je ne sais pas autour de vous, moi je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui louent les voitures maintenant. Oui, ils les achètent plus. Les voitures, la location des voitures, il y a peut-être des formules nouvelles à trouver. L'autopartage, bien sûr, le covoiturage, etc. Et puis le transport en commun, travailler plus sur le transport en commun. On peut peut-être dire 2 mots sur le transport en commun gratuit. On y viendra, j'allais venir au municipal de Saint-Étienne. Voilà, on parlait du télétravail tout à l'heure, quand vous êtes chez vous en train de travailler sur votre ordinateur, vous n'avez plus besoin de vous déplacer en voiture. Donc je pense que Renault et même Air France à un autre degré, parce que moi je ne suis pas spécialiste de l'aviation, mais on va en vendre de moins en moins des voitures. On peut imaginer, si on arrive au bout d'un système, il faut peut-être voir de quelle manière on peut commencer à sortir de cette ornière. Après j'entends, hein, moi j'ai des collègues sénateurs qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait de tous les gens? Peugeot, Renault, qu'est-ce qu'on fait? Les milliers d'emplois. Oui, j'entends, c'est comme le nucléaire, ça c'est pareil. Comment on fait la transition? Je vais vous dire une chose, encore une fois, que je dis souvent, je vois des gens qui travaillent 60 heures par semaine, et puis d'autres qui les regardent. Je me suis toujours dit que 2 fois 30 ou 2 fois 40, ça fait 80. Ah ben je signe en bas de la feuille, moi. Je suis d'accord. Alors on me dit qu'il y a des postes, on ne peut pas partager le travail. Mais on pourrait peut-être qu'il y ait un peu moins de gens qui regardent et je suis complètement d'accord. Qui participent Je suis absolument d'accord. Parce que je le redis encore une fois, parce que je parle de mon cas, hein. Je pense pas que tous les Français qui sont au chômage sont des feignants. Ah ben non.
On est d'accord. Ah non, certainement. Ah oui. Alors on est complètement d'accord. On est vraiment, bien sûr qu'on est d'accord. On est d'accord. Alors, on va parler donc des municipales. Vous l'avez amené. On va parler des municipales de Saint-Étienne. J'ai pas de doute. Vous soutenez la liste à Monsieur Pierrick Courbon, Bien sûr. qui nous regarde d'ailleurs. Je le salue. Bonjour Pierrick. On a parlé des transports en commun gratuits. Quel est votre avis là-dessus et comment on gère tout ça? Je suis absolument favorable. Alors, je ne vais pas vous décliner la gestion du transport gratuit. Pierrick Courbon le fait bien mieux que moi et je sais que vous l'avez reçu et j'imagine qu'il a pu décliner cette problématique. On en a parlé aussi pour Fermini là, il y a 3 jours, donc il y a beaucoup de villes aussi. Bien sûr, mais on va y venir. Regardez à Dunkerque, ça marche du feu de Dieu, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs. À Aubagne, ça marche. Donc aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Vraiment, je pense à Grenoble, par exemple. Ils vont mettre en place le transport aérien, là. Comme des téléphériques, si vous voulez. J'ai vu passer ça. Voilà. Ouais. Eh bien, au début, c'était la risée. Aujourd'hui, ça va être la vraie. Mais vous savez que dans les années 70 à Saint-Étienne, il y avait un projet. Il y avait un projet, bien sûr, je sais. Il y a eu des essais. Bien sûr. Voilà. Donc, non, le transport gratuit, c'est vraiment l'avenir. Alors, c'est quand même un peu dommage que le maire actuel sortant et balayer ça d'un revers de main, quoi. Mais on va vous dire que gratuit, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye la facture. Oui, mais bien sûr. Donc comment on fait pour aller chercher des financements? Mais c'est des choix politiques. D'ailleurs, Pierrick, le financement du transport gratuit l'avait très bien démontré. Aujourd'hui, l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon, il sert à qui? Et on le finance comment? On le finance avec de l'argent public. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, on peut dire que cet inutile. argent-là, on le met au transport. Après, je crois que c'est sur la ligne événementielle que Pierrick Courbon proposait aussi de prendre une part de ce budget-là et le remettre sur le transport. C'est qu'une histoire de volonté. C'est pas utopique, hein. Et si on veut prendre un virage, je pense que vraiment, il faut dire non, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si on est un peu schématique, les finances, c'est la droite et l'utopie, c'est la gauche. Non. Donc, l'utopie, c'est les transports gratuits et la droite, ça veut dire qu'il faut le financer. Non. Donc, ça veut dire qu'on... Je suis dans la caricature. Ouais. Mais on peut aller donc chercher de l'argent ailleurs pour le financer. Mais bien sûr. Il n'y a aucun doute. C'est juste une volonté politique. C'est-à-dire, si on veut... Nous, on a travaillé dans le cadre de la loi de finances de 2020 sur le rétablissement de l'ISF. Alors, on a été la risée. Mais ça ne vous paraît pas logique que quelqu'un qui gagne des centaines de milliers d'euros participe un petit peu plus que quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois? Mais c'est tout même au prorata de ce qu'il gagne. Je suis d'accord là-dessus, mais si tous ces gens riches s'en vont ailleurs et qui ne payent plus d'impôts, comment ça se passe? Oui. Ils sont pas encore partis. Ils sont pas encore partis. Donc, laissons-les partir. Moi j'y réfléchis. Hein, oui, écoutez, pas moi. Moi, je suis bien chez moi, je suis bien en France et je suis content de payer des impôts. Non, mais c'est du chantage. C'est comme le chantage à l'emploi. C'est pareil. C'est du chantage. Après, il faut regarder ce qu'on est capable de faire. Mais de dire, et là, pour le coup, je suis absolument... Là, vous me faites sortir de mes gonds. Mais je fais dire, voilà, que la droite est là pour gérer un bon père de famille et nous, on serait plutôt les dépensiers. Je vous encourage à regarder les collectivités qui ont été gérées, qui sont gérées par la gauche et celles qui sont gérées par la droite. Vous verrez lesquelles sont les plus endettées. Au niveau des municipales, est-ce que je vous ai vu à Roche-la-Molière, si je ne dis pas de bêtises, soutenir une liste. Est-ce que vous avez été soutenir beaucoup de listes dans la Loire? Non, pas beaucoup. Est-ce que ça a un poids en plus de venir soutenir une liste? Écoutez, ceux que j'ai soutenus n'ont pas gagné. Donc ça n'a pas dû être d'un grand poids. Donc j'ai la réponse. Voilà. Après, moi je l'ai fait par amitié pour les gens qui m'ont sollicité, Hélène Favard entre autres, et je pensais que je pense toujours que son projet a été bien et qu'on devait la soutenir parce qu'on a les mêmes atomes crochus, on a une sensibilité un peu identique et c'est complètement normal de le faire, quoi. Voilà. Après, moi je me suis interdit de m'immiscer dans le fonctionnement, dans l'élaboration des listes. Mais pour revenir à Saint-Étienne, il y a quand même des choses qui m'ont fait un petit peu rire là, ces jours-ci parce que le maire sortant, Gaël Perdriau, a voulu à tout prix organiser ce deuxième tour, qui était quand même très très favorable, et dans le même temps, il nous disait moi je ne veux pas ouvrir les écoles parce qu'on va avoir des morts, quoi. Il voulait ouvrir les écoles qu'en septembre. Donc faudrait quand même, j'aimerais bien comprendre un petit peu la cohérence de ses propos. Un coup, c'est ultra dangereux de mettre des gens ensemble dans une même classe, et avec les professeurs, etc. Et puis là, on va pouvoir faire venir des milliers de personnes dans les bureaux de vote. Donc, bon. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une histoire de délai? Si on attendait plus de 6 mois, le premier tour était plus valable. Après, il faut légiférer, oui, bien sûr. Oui, c'était compliqué à gérer. Oui, mais et là aussi, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas pris une mauvaise décision début mars? On n'aurait pas dû annuler ou repousser ces élections? J'en sais rien. Au départ, on disait tous, et j'en faisais partie, mon parti disait la même chose. Oui, on peut peut-être les organiser, le conseil scientifique, machin, oui, on peut le faire en prenant des précautions. Nous, c'est ce qu'on a fait sur mon village, hein.
sur ma commune, il y a des précautions qui ont été faites. Les gens ne se croisaient pas, on avait des gants pour les gens qui tiennent l'urne et qui tiennent les registres. Les gens qui venaient voter, ils rentraient qu'une seule personne à la fois. Je pense qu'il y a des précautions qui ont été prises. Après, de démontrer qu'il y a eu plus de morts, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est toujours évident de tirer des bilans après, c'est évident. Mais moi, j'ai un peu un souci, entre guillemets, c'est quand je vois les chiffres de participation et les chiffres de votants, et même les gens, avec tout mon respect, qui ont été élus au premier tour, quand je vois le peu de gens qui les ont élus, je me demande si c'est quand même bien légal ou bien... c'est légal, mais bien moral, voilà, c'est peut-être plus le mot. Ouais, c'est vrai que se faire élire dans le cadre d'une triangulaire, on peut se faire élire avec 20% des voix, on va dire, avec 30% de participation, donc ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai. Et même quand on regarde à Saint-Étienne, le nombre de voix qui se sont portées sur le candidat qui arrivait en tête, c'est pas beaucoup, ça fait quand même pas beaucoup. C'est vrai. Ah ouais, c'est un vrai problème, bien sûr. Donc c'est... Après, on n'est pas obligé d'aller voter, mais c'est quand même... je pense que quand même l'élection municipale, c'est quand même l'élection la plus fondamentale avec la présidence de la République. Et puis les députés aussi. Hein. Et puis les sénateurs, sinon je ne me taper sur les doigts. Non, je ne le mets pas sur le même niveau. Non, je pense vraiment que la vie de la cité, l'organisation de la vie cité, on ne laisse pas les clés à n'importe qui d'une commune. Moi, je les laisserais, mais avec tellement de bonheur à Pierrick Courbon, parce qu'il a un projet derrière. Vraiment. C'est ça qu'il faut voir. On vote pas pour un individu, on vote pour une liste. En grande partie, si, quand même. Oui, on vote pour un individu parce qu'il incarne la liste, mais parce qu'il incarne un projet. Et ce projet, il n'est pas sorti du chapeau. Ils ont travaillé. Vraiment. Et du coup, là où on peut se réjouir aussi, c'est le ralliement d'Europe Écologie Les Verts avec Olivier Longeon. C'est quand même... C'est pas rien, quoi. C'est des gens... Oui, mais j'ai une objection. Je l'ai déjà dit à M. Courbon, je l'ai déjà à M. Longeon. Ça paraît bizarre de ne pas être ensemble au premier tour et d'être ensemble 10 minutes après le résultat du premier tour. Il y a beaucoup de gens, parce que maintenant on a la température sur les réseaux. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu choqués par... on peut l'être. Comment on peut être désunis au premier tour et être unis au deuxième tour? Oui, moi je suis favorable à l'union dès le premier tour, quelles que soient les élections. Et comment on explique que dans certaines villes on est unis au premier tour et dans d'autres villes on l'est pas, alors que c'est les mêmes idées? C'est l'histoire d'individus qui s'achoppent. Et on arrive sur un programme commun, et puis, entre guillemets, et puis sur un point, on n'est pas d'accord, on dit, alors dans ce cas-là, on part tout seul. Voilà. C'est regrettable, hein. Vraiment, c'est regrettable. Mais bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine. C'est les jeux de la politique. C'est les jeux de la politique, et puis ça permet de se compter, comme on dit. Voilà. Moi, je trouve ça regrettable. Parce qu'à gauche, on gagne que unis. C'est simple, on gagne que unis. En 1981, Mitterrand, il a gagné unis. Ça commence à dater un petit peu. Oui, bien sûr. Oui. Justement, j'ai une question qui vient là. J'ai reçu des candidats qui sont même pas, ils sont au Parti communiste, mais j'ai bien compris qu'il ne faut pas le dire, le mot. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit aussi qu'on se réclame du PS, ou alors, vous l'avez dit au début, mais j'ai l'impression qu'on ne dit plus trop qu'on est socialiste aujourd'hui. Ouais, alors ça, c'est des secrets de polichinelle. Après, si c'est pour se taper sur quelqu'un, dire « Oh, t'as vu les socialos », on peut le faire, tous les arguments sont bons. Moi, je préfère qu'on me dise « Je suis socialiste », et puis après, si on me laisse parler, quoi. Parce que si je suis socialiste et qu'on me tape sur le nez sans que je puisse parler, c'est un peu embêtant. Non, moi, ça ne me gêne pas. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est ceux qui ont été socialistes jusqu'aux élections, là, et puis d'un coup, sont plus socialistes. Et appellent à soutenir un maire de droite. Ça arrive aussi. C'est un peu compliqué quand même, ça. Alors ça, pour le coup, ça me gêne. Alors moi, ce qui me dérange, c'est peut-être pas le mot, mais il y a beaucoup de gens qui étaient socialistes. Enfin, beaucoup de gens. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui étaient aux Républicains, les partis de droite. Et maintenant, ils sont tous sous une bannière qui s'appelle En Marche. Et sur des sujets où ils s'insultaient avant, maintenant, ils sont d'accord. J'ai pas compris aussi le truc politique, là. En fait, c'est des révélateurs. C'est-à-dire qu'on croyait, on voulait nous faire croire que c'était ni gauche ni droite, c'était le nouveau monde. C'est une blague. Aujourd'hui, la politique de Macron, c'est une politique de droite. Il l'assume. C'est comme ça. Et quand, par exemple, pour pas le nommer, le député de la 2e circonscription de Saint-Étienne, Jean-Michel Mills, vous venez de le nommer. Voilà, qui vient de dire tout son soutien et qui appelle à voter pour un maire de droite, on voit où est En Marche. Ils sont à droite. À Saint-Étienne, c'est le cas. À Lyon, c'est le cas. Clermont, c'est le cas. Bon, c'est clair. Je veux dire, y a pas de... Mais ce qui est regrettable quand même, c'est que des gens qui se sont fait élire et qui sont encore en fonction sous la bannière socialiste deviennent un petit peu errants comme ça. Et puis, Alors, une question pas fondamentale, mais presque. Moi, on a parlé de 81. Est-ce que finalement, la politique de gauche, elle est possible, elle est applicable? Parce qu'on se rend compte que même du temps de Mitterrand, on avait quand même un peu une politique de droite. Centre droit, alors on va dire.
Bah, il y a des marqueurs quand même. On dit bien que la gauche a gouverné 2 ans, de 81 à 83, sous Pierre Mauroy, et puis qu'après on a mis un coup de barre. Oui, mais après, il y a eu Jospin, encore une fois, après, il y a eu la cohabitation dans l'autre sens, après, il y a eu Hollande. C'était pas des politiques très à gauche quand même. Non, c'était pas. Mais il y a quand même des marqueurs. Ouais. Les 35 heures. Je ne pense pas que si la droite était là, on ait eu les 35 heures. L'abolition de la peine de mort, c'est quand même une des premières décisions de François Mitterrand. La cinquième semaine des congés payés. Ça remonte aux années 80. Ouais, non, mais j'essaye de trouver des gros marqueurs. Ouais. Après, sous le mandat de Hollande, le mariage pour tous. C'est quand même pas rien, c'est fondamental. Quoi. Ouais, mais au niveau sécurité, au niveau emploi, là, on n'a pas trouvé de solution. Non, mais est-ce que c'est dû à la politique ou est-ce que c'est dû à l'ambiance internationale, mondiale? Est-ce que la politique du pays? C'est pas si simple. Moi j'entends, là j'ai pas en tête ce qu'on pourrait mettre en avant, mais il faut que la réflexion elle soit globale. C'est pas parce qu'en France il y aurait une politique de gauche que tout seul dans son coin va faire une politique de gauche. On est au niveau de l'Europe. Donc il faut réfléchir global. Au niveau de l'avenir et au niveau, on va rester dans la politique encore nationale, on entend beaucoup un changement de Premier ministre. Ouais. Est-ce que vous avez des tuyaux? Est-ce qu'au Sénat, on parle de ça? Est-ce que dans les couloirs, on a des infos? Quel est le regard des sénateurs sur cette vie politique du gouvernement? La même que vous. Hein. Ouais. La même que vous. Nous, on va apprendre par BFM ou par... peut-être, je sais pas, le président de la République prend la parole dimanche 20h. Dimanche 20h. Peut-être qu'il va nous parler de remaniement ministériel. Non, vraiment, j'ai aucune information. Aucune. Après, on peut faire de la politique fiction. Hein. On dit que le Premier ministre va être maire du Havre. Est-ce qu'il va dire je reste maire, je ne serai plus Premier ministre? On n'en sait rien. C'est cohérent, ça aussi. Non, moi je pense que si on est si on se présente dans une ville, c'est pour être maire. Il ne va pas démissionner qu'un jour après parce qu'il aura son poste. Oui, moi je pas. Non, mais là pour le coup, il ne va pas démissionner, il ne sera pas maire. Parce qu'en fait, on ne peut pas démissionner si on est élu. On est obligé de garder les derniers mandats qu'on a. Donc, il ne sera pas maire. Il sera adjoint. Il sera même pas adjoint, il sera conseiller municipal. Ouais. Mais on se trompe les électeurs quand même. Après, ça fait eux d'expliquer. Hein. Ouais, non, mais moi, je suis pas d'accord. Hein, ça amène encore du doute dans l'esprit des gens. Parce qu'on se présente à l'élection et... Oui, ou alors comme Darmanin qui dit, moi je fais les deux, moi. Il fait tout seul. Mais pourquoi lui, il a une loi différente? Parce qu'il a le droit de le faire. La loi ne nous l'interdit pas. C'était plutôt une jurisprudence, c'est sous Lionel Jospin, qui avait décidé, à ce moment-là, si vous êtes ministre, vous n'avez pas de mandat. Point. Vous démissionnez de vos mandats. C'est tout. D'ailleurs, M. Darmanin, j'ai vu que ça sentait pas bien bon. Là, il y a de retour une ouverture d'enquête. Ouais, j'ai entendu. C'est compliqué. J'ai lu ça, pour revenir sur la politique locale, est-ce qu'on s'attend à des surprises, je ne sais pas, du côté de Rive-de-Gier, de Firminy, de Saint-Étienne? Là aussi, est-ce qu'il y a des bruits de couloir, des faux sondages qui circulent? Le résultat, c'est le soir du deuxième tour à 20h. Ouais. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Est-ce que vous pensez que les gens vont se mobiliser? Parce que là, on l'a dit, un premier tour, c'était bizarre. Là, les 2 mois ont peut-être changé la donne un peu. Je pense que oui, et je l'espère. Vraiment, je l'espère. J'appelle les gens à aller voter, prendre un masque, on peut prendre... mais il faut s'exprimer, il faut vraiment s'exprimer, bien sûr. Dernier point sur Saint-Étienne, j'ai vu que l'ancien maire Maurice Vincent apportait son soutien à Pierre Courbon. Ouais. J'ai des gens qui j'ai vu sur les réseaux, encore une fois, que c'était pas un bon signe, c'était plutôt défavorable. Alors comment vous vivez ça? Disons que lui fait l'analyse de la politique de Gaël Perdriau, il la considère pas bonne. On peut parler du tram, on peut parler, d'après Maurice Vincent, l'attitude ou les décisions qu'a pris Gaël Perdriau avec l'université, etc. Bon, voilà, moi je sais toujours bien d'appeler à voter. Il a quand même un poids. Il a été maire de Saint-Étienne, c'est quand même pas rien. Ah non, mais je vous dis pas le contraire. Sénateur. Je vous dis juste que j'ai vu sur les réseaux. Moi, je suis toujours neutre. Hein. Oui, j'entends. J'essaye d'être neutre. Vous avez soulevé le point. On va finir par cette question-là. On parle aussi beaucoup à Saint-Étienne de l'avenir de l'université, et on a l'impression, encore une fois, je vais peut-être être vulgaire, mais que Lyon va nous bouffer. Est-ce que c'est ce qui va se passer? J'espère que non. Alors, bientôt des décisions vont être prises, là. J'ai vu qu'il y avait un ultimatum au 30 juin. Voilà, c'est ça, à la fin du mois. Moi, j'espère que non. J'espère vraiment que non. J'espère que l'université de Saint-Étienne va encore son mot à dire et va exister. Parce que si en plus, franchement, si on supprime l'université aussi à Saint-Étienne, ou que ce soit plutôt un satellite de Lyon, comme c'est un peu déjà... Une annexe. Voilà, ça risque d'être compliqué. Très bien. On a fait à peu près tout le tour de... Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait oublié, que vous voulez évoquer? Si, j'en ai oublié. On peut parler d'agriculture. Et un très important, que vous voyez, on l'a oublié. Vous avez parlé aussi dans les médias d'un plan de relance pour le soutien aux agriculteurs et de l'avenir. Là, on avait, il n'y a pas très longtemps, Laurent Vinatel, j'ai vu qu'il avait réagi aussi ce matin parce que
les prix du lait Baisse. vont s'effondrer, là. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Ouais. Comment on fait, là aussi, pour qu'un paysan qui fait pas 12 heures par jour, mais 25 presque, comment il fait pour vivre dignement, je vais dire? Ah ben, c'est juste inadmissible. Aujourd'hui, la condition dans laquelle ils vivent. Certains vivent. Après, il faut se poser les bonnes questions. C'est pourquoi on en arrive là. Pourquoi on en est arrivé là? Quel est le système qui nous a contraints? Parce que je dis bien contraints. Parce que les paysans, c'est les premières victimes. Je ne sais pas si vous avez vu le film Au nom de la Terre. Au nom de la Terre. Ah, j'ai été. Voilà. Moi aussi. Ah, J'en ai encore des frissons quand je vous en parle parce que je suis allé le voir dans une salle dans la Loire et je suis allé voir. Enfin, et on a reçu. J'ai mangé le nom du réalisateur. alors, je ne peux pas vous aider. Ce qu'on peut dire, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que qu'on peut le film, c'est que c'est le fils Canet, de l'histoire. Voilà, c'est le fils de l'histoire, c'est le fils dont le père est décédé, suicidé. Ah, il n'est pas décédé, il s'est suicidé et qui a fait le film. Il est venu nous le présenter au Sénat. Et on a eu un débat à la suite de ça, avec Canet et lui. C'était très très bien. Et voilà, non, mais juste pour la partie. Non, parce que je prenais ce film un peu à témoin, parce qu'il reflète assez bien la manière dont on arrive dans cette impasse. C'est ce que je disais à Laurent Pinatel. Dès le début, on voit qu'il va, à chaque fois, il en remet une couche pour se détruire. C'est ça. Et donc, voilà, je pense qu'il faut se poser les bonnes. Il n'y a pas de réponse miracle. C'est pas en appuyant sur le bouton ici, en disant, bon, à partir de maintenant, ça va bien se passer. Je pense qu'il faut que, encore une fois, la réflexion, il faut qu'elle soit globale. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal de signer des traités, de TAFTA, CETA, etc., pour faire venir de l'alimentation du bout du monde à des prix impossibles à tenir en France? Non. Est-ce qu'on ne peut pas les taxer? Enfin, non, c'est des accords. Oui, mais justement, il ne faut pas les signer, ces accords. Il ne faudrait pas les signer. Vous êtes sénateur et moi, je suis... Ah oui, mais c'est pas moi qui les signe. Moi, je suis RSA. Alors, moi, j'ai voté contre. Moi, j'ai voté contre le CETA. Enfin, c'est pas encore venu au Sénat. On a donné nos avis, mais le vote n'a pas eu lieu. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que aujourd'hui, c'est la politique agricole dans laquelle on se trouve, c'est la résultante d'une politique de 50 années, quasiment 60 années. Et au lendemain de la guerre, il fallait nourrir la population. On a mis tout en place, des techniciens avec une politique bien définie, très productiviste, etc. L'agroalimentaire s'est emparé de ce système-là et aujourd'hui, c'est un business. C'est un vrai business et c'est ça qui plombe les gens. Aujourd'hui, Beignet, tout seul dans son coin, donc Lactalis, que vous en parliez tout à l'heure, a décidé que à partir du mois de juin, le prix serait en baissant de je ne sais plus combien de pourcents. C'est une catastrophe. 30%. Ouais, c'est une vraie catastrophe. Il y a des gens qui vont rentrer, qui vont pas arriver à s'en relever. C'est pas la peine de travailler, quoi. Voilà, donc il faut une réflexion. C'est-à-dire que l'agriculture, il y a deux choses. Il y a la politique et puis il y a la PAC. Il y a la politique française que le ministre met en place et puis avec le gouvernement, avec le Parlement, et puis il y a la PAC. Donc, de quelle manière on s'organise pour qu'on ait une orientation nouvelle dans ce cadre-là? Alors, si vous avez reçu Laurent Pinatel, il explique très bien. Moi, je fais cette ligne-là, c'est-à-dire qu'il faut des paysans, l'aménagement du territoire, un maillage territorial, des fermes à taille humaine, avec des productions locales. Aujourd'hui, on parle de résilience alimentaire et d'autonomie alimentaire. Par exemple, pour une ville comme Saint-Étienne, c'est 1,7% de la production, de la consommation qui est locale. On peut complètement envisager que la consommation, que l'autonomie alimentaire, on puisse monter à 50%. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus de paysans ou beaucoup plus. Aujourd'hui, ce qui est produit est exporté, on va dire, du département. Donc, on importe d'autres départements. Donc, c'est cette réflexion-là qu'il faut qu'on ait. Vraiment, il faut qu'elle soit globale. Vraiment, vraiment globale. Mais le fait d'échanger entre départements, c'est pas un gros problème. Oui, mais quand je donne département, oui, mais le problème, c'est qu'on mange de l'espagnol et puis qu'on mange c'est pas que les départements, bien sûr. Bientôt de la viande mexicaine, du poulet américain à la javel. Oui, c'est ça. Les tomates, enfin, on donne toujours cet exemple-là, les tomates du sud de l'Andalousie qui remontent chez nous, alors que nous, on en a. Et puis manger des légumes de saison, des productions saisonnières, etc. Et pour en revenir au plan de relance. Nous, la proposition qu'on a faite, notre groupe, le Parti Socialiste, c'est il faut 1 milliard pour relancer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment dans la panade. Vraiment. Les gens qui avaient des récoltes à faire pendant le confinement, ils n'ont pas pu les faire. Donc, ils n'ont pas de chiffre d'affaires. Des filières qui sont complètement effondrées. Il faut trouver des financements pour stocker les productions, stocker d'une manière ou d'une autre, de la transformer, etc. Mais ça, il faut financer. Donc, il faut vraiment mettre de l'argent. Il faut une vraie volonté. En tant que sénateur, est-ce qu'on peut jouer un rôle dans le fait des prix, justement? Quand un paysan, il vend, on va dire, du blé à 800 €, je ne sais pas, et puis qu'on lui dit demain, c'est plus 400, est-ce que c'est 400 qui manquent, le sénateur ou le député ou le gouvernement, il ne peut pas faire quelque chose? Mais
Le problème, ça, c'est au niveau de la PAC que ça doit se négocier. Moi, justement, il faut faire très attention à ce que ce ne soit pas les États qui décident. Moi, je suis un Européen convaincu. Et la politique, la politique agricole ne peut être qu'européenne. Elle ne peut pas être que française. Parce que si on se replie sur nous-mêmes, on aura une concurrence très très vite avec les États de l'Europe. Entre nous, oui. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir déjà à 26, ensemble, de quelle manière on va sortir de ce bourbier. Mais bien sûr que oui, mais c'est pareil, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi on ne mettrait pas des taxes carbone aux produits importés? Ce qui serait complètement logique. Donc ça arriverait 3 fois plus cher que ce que ça arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, mais la mondialisation, elle a été créée de toutes pièces. On l'a créée à travers des suppressions de droits de douane, ou l'abaissement des droits de douane, ou dans le cadre des libres-échanges, etc. Eh bien, on dit que non, c'est fini. On dit que c'est plus comme ça. C'est bien ce que font les Américains. Plus ils taxent les produits qui arrivent. Oui. Mais on ne peut pas tellement lui en vouloir. Ils Après, il faut trouver l'équilibre. J'entends. Mais est-ce que les produits agricoles doivent servir de valeur d'échange? Est-ce que les produits agricoles doivent être dans l'OMC? Est-ce qu'on doit mettre l'agriculture dans l'OMC? Moi, je dis non. Ça, c'est encore un beau débat. Parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle est indépendante. On parle de besoins fondamentaux. De manger. Manger et boire et respirer. Sans ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout le reste, c'est superflu. On est d'accord. On en revient en voiture qu'on achète par dizaines. Dernière chose sur l'agriculture, est-ce que l'avenir, c'est pas tous ces circuits courts? Ce qu'on a vu pendant ces 2 mois de confinement, est-ce que les gens, ils n'ont pas plutôt envie d'aller acheter, tiens, un exemple tout bête, là, parce que mon père en a acheté récemment à Saint-Chamond, il y a une boutique de paysans. Le beurre, il est peut-être un peu plus cher, mais alors qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, là, pour le coup, je vais dire, OK, il n'y a pas de problème. Après, il faut remettre tout dans son contexte et puis remettre dans une économie plus nationale ou européenne, quoi. On peut pas... tous les produits par l'agriculture ne peuvent être vendus en circuit court. Il faut faire le maximum, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on pourrait arriver très vite à 50% de la consommation dans les aires urbaines à travers des circuits courts, l'organisation de circuits courts. Bien sûr qu'il faut le faire, mais ça ne peut pas être que ça. Il faut aussi, il y a des producteurs qui sont lancés, des éleveurs qui sont dans différentes filières, il faut continuer de les accompagner parce que les gens, ils s'endettent pour 15, 20 ou 25 ans. On ne va pas leur dire, demain, on change de système, tu pars à la casserole. Non, c'est pas comme ça. C'est très compliqué. Dernière question avant de vous laisser partir en week-end. Le Sénat, il s'arrête pendant les vacances d'été? Oui. Vous ne rattrapez pas le retard des 2 mois, là? Non, on va rattraper le retard. On a une session extraordinaire qui se termine fin juillet. Fin juillet. Mais en fait, on ne prend pas de retard. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne prend pas de retard. On travaille et les textes législatifs avancent à la même vitesse. On a parlé de vos semaines bien chargées. Quand le Sénat ferme pendant l'été, est-ce que le sénateur Tissot, il prend des vraies vacances? Oui, mais il ne prend pas les vacances du Sénat. Moi, j'ai jamais pris autant de vacances l'été que depuis que je suis sénateur. Parce qu'en fait, avant, j'étais maire, paysan. Je ne vous fais pas de dessin ce qu'il y a à faire l'été quand on est sur une ferme. Mais quand on est maire, on est aussi, il y a la charge mentale. Et ça, moi, je salue les collègues maires parce que c'est un sacré boulot. Parce qu'on est maire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, j'ai bien compris. Quelle que soit la taille de la commune. C'est bien pour ça que je ne serai jamais maire. Quelle que soit la taille de la commune. Et là, en étant parlementaire, j'avoue que quand on part, alors on est obligé un petit peu de partir de chez nous, mais quand on part, quand je dis on, c'est en famille, avec mon épouse, et on part vraiment en vacances, Et après, on attaque septembre? Oui, début septembre. Mais après, moi, on va voir les communes, on tourne. 2023, votre mandat se termine. Est-ce que vous partirez pour un second mandat ou alors on n'est pas encore dans cette réflexion-là? Vous me réinviterez. 2023. Vous m'aviez porté chance. Et j'ai bien peur d'être en retraite en 2023. Si vous l'êtes, moi aussi, alors. En tout cas, Jean-Claude Tissot, merci beaucoup d'être venu nous revoir au micro de Droit Citoyen. C'était avec plaisir. Vous avez aimé la technologie? Oui, tout à fait. Les studios. Bravo. Je rappelle que et l'esprit aussi de Droit Citoyen. Moi, j'ai toujours dit que je resterai moi-même. Donc, quoi qu'il arrive, c'est à prendre ou à laisser. C'est bien. Donc, il y en a beaucoup qui laissent. Merci d'être venu. Cette émission, elle est donc diffusée sur tous les réseaux. Elle est diffusée également sur la web radio de Droit Citoyen. Vous allez sur Internet, vous tapez Droit Citoyen web radio. Vous allez voir, c'est très facile. Moi, j'y arrive aussi. Et c'est donc rediffusé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 19h15 et sur tous les réseaux. Voilà, j'ai tout dit. Vous pouvez peut-être faire un petit coucou aussi à ma page Facebook, un rendez-vous avec. Moi, je vous souhaite un très bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine et on reparle encore une fois de politique avec des candidats. Et il y aura aussi beaucoup de culture la semaine prochaine puisqu'on va parler de livres, on va parler d'université, on va parler de tirailleurs sénégalais. Une riche semaine la semaine prochaine. Et merci une nouvelle fois Jean-Claude Tissot et j'ai envie de vous dire bon vent. Merci. Au revoir. Rendez-vous avec
Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen.